D'abord, je voudrais dire que je suis heureux de débattre avec toi, parce que je pense que nous avons des articulations à trouver. Il y a un certain nombre de choses avec lesquelles nous sommes d'accord, d'autres sur lesquelles il faudrait discuter pour préciser, parce que c'est complexe, et il faut y voir peut-être un peu plus clair. Et donc, je crois d'ailleurs que ça fait bien au moins une dizaine d'années qu'on n'a pas fait de débat ensemble, donc je me réjouis de cette discussion. Alors, avant de préciser, avant de présenter les réponses que nous avons, nous, c'est le Parti de l'Émancipation du Peuple, je suis aussi dans un parti politique qui est différent que le tien, je voudrais... Mais il ne ménage pas le sien. Oui, ben nous non plus. Voilà. Je voudrais préciser le cadre du raisonnement que nous avons. Et il y a 6 points très rapides avant d'évoquer les propositions que nous faisons pour résoudre le problème, c'est-à-dire supprimer définitivement, rapidement, 5 ans, le chômage et la précarité. D'abord, moi, à titre personnel, je combats le chômage depuis mon adolescence, parce que j'ai habité très longtemps à la cité des 4000 logements à la Courneuve, et j'ai vu comment, d'une situation de plein emploi dans une cité ouvrière, on passait à la fermeture des entreprises, au chômage, et à la dégradation considérable que cela provoquait sur les personnes, sur les jeunes. Et finalement, ce qu'on appelle le problème des banlieues, pour moi, il a une cause essentielle, c'est le chômage. On peut faire tout ce qu'on veut, politique de la ville, repeindre les halls des bâtiments, etc. On ne résoudra rien si on ne résout pas le problème du chômage. J'ai vu également, comme militant syndical, comment la question du chômage pesait, au fil du temps, sur les luttes sociales, sur les luttes ouvrières, et comment le chantage, la menace permanente du chômage provoquait des réflexes de repli, des réflexes de peur parmi les salariés. J'ai été chômeur moi-même pendant près d'1 an, et j'ai vu les ravages, les difficultés que ça pouvait provoquer chez les individus. Et je crois que le chômage et la précarité sont la quintessence de l'impuissance politique, de la fausse impuissance politique. Parce que c'est le cœur, finalement, de la politique qui se trouve touchée par la question de l'emploi, du travail, du chômage. Et c'est donc faire de la politique, et seulement à condition de faire de la politique et de placer ces questions-là sur le terrain politique et non pas sur le terrain économique. Il faut déplacer tout ça du terrain économique, où certains font exprès de vouloir cantonner ces questions, où il faut un déplacement sur le terrain politique. Et donc la suppression du chômage et de la précarité, c'est le retour à la grandeur de la politique. Les partis politiques devraient être obsédés par cette question-là, obsédés par la résolution de cette question qui frappe les gens comme aucun autre problème ne les frappe. Sur le plan collectif, le Parti de l'Émancipation du Peuple, anciennement MPEP, propose finalement le programme le plus complet et le plus ambitieux, le plus détaillé de tous les partis politiques pour éradiquer le chômage et la précarité. Et je dis ça sans fausse modestie, sans aucune modestie, parce que si vous regardez les programmes des partis politiques sur ces questions-là, c'est totalement affligeant. Et on pourrait faire la même remarque pour les syndicats. C'est le vide intégral. Il n'y a rien. Alors, ce que nous proposons, et je pense qu'il s'articule par certains aspects avec ce que tu proposes, ce que nous proposons, c'est le droit opposable à l'emploi. Dit autrement,
c'est l'État employeur en dernier ressort. L'État employeur en dernier ressort, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un clin d'œil à la politique monétaire, puisque les banques centrales sont qualifiées de prêteurs en dernier ressort. C'est-à-dire quand toutes les banques ne peuvent plus prêter, se prêter entre elles et prêter à l'économie, eh bien c'est l'État, par la Banque centrale, qui se substitue aux banques pour prêter à l'économie et faire redémarrer l'économie. Ce que nous disons, c'est que si le marché ne peut pas ou ne veut pas résoudre la question de l'emploi et de la précarité, l'État a toute la légitimité pour être l'employeur en dernier ressort. Et donc c'est ce que je vais expliquer. Deuxième point que je voudrais clarifier avant d'entrer dans les propositions, c'est, pour comprendre ce que nous proposons, il faut comprendre la distinction entre le secteur marchand et le secteur non marchand. Ça, c'est tout à fait essentiel. Pour la comptabilité nationale, le secteur marchand, c'est le secteur qui fonctionne en tirant plus de 50% de ses revenus de la vente, du marché. Le secteur non marchand, inversement, c'est le secteur qui tire moins de 50% de ses revenus du marché. Et c'est donc la subvention publique externe qui le fait fonctionner. Subvention publique pour l'essentiel, mais il peut y avoir des subventions privées. Quelle est la logique? Il faut bien comprendre la logique de l'emploi dans chacun de ces secteurs. Je parle d'aujourd'hui. Il y a un problème, je pense, d'échelle tant dans les propositions que nous faisons. Nous, on fait des propositions pour tout de suite. Et donc, dans le secteur marchand, l'employeur va décider d'embaucher du personnel s'il a la garantie, la garantie, on n'a jamais la garantie, mais s'il a une intuition qu'il va pouvoir écouler sa production. C'est le seul critère d'embauche. Autrement dit, pour augmenter l'emploi dans le secteur marchand, il faut d'abord une conjoncture économique qui permette aux entreprises, ou à certaines d'entre elles, du moins, de recruter parce que ce qu'elles produisent va trouver preneur. Il faut donc qu'il y ait des acheteurs prêts à acheter la production de l'entreprise en question. Donc, la détermination du volume d'emploi et de la qualité de l'emploi dans le secteur marchand, c'est la politique macroéconomique, pour l'essentiel. C'est-à-dire la politique fiscale, la politique industrielle, la politique des salaires, la politique du commerce international, la politique du crédit. Ce sont ces questions qui vont déterminer le volume et la qualité de l'emploi dans le secteur marchand. Et donc les pouvoirs publics ont des leviers pour agir sur l'emploi marchand par la politique macroéconomique. Sauf que, dans le contexte actuel, les instruments de politique économique ont été captés par l'Union européenne. Les États ne disposent plus d'éléments essentiels de la politique économique comme la politique monétaire et la politique budgétaire. Le secteur marchand représente l'année dernière 77% du PIB. Le secteur non marchand, c'est les trois fonctions publiques d'État, territoriale, hospitalière, c'est le million d'emplois des associations, c'est donc des activités qui permettent de répondre aux besoins et qui sont déterminés, les emplois dans le secteur non marchand ne sont pas déterminés par le marché, sont déterminés par la subvention publique. S'il y a des subventions, s'il y a de l'argent par exemple pour du budget, pour la fonction publique d'État, territoriale, hospitalière, il y aura des emplois. S'il y a des budgets pour les associations, il y aura des emplois. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Et ça peut marcher encore mieux demain, si on fait un certain nombre de réformes.
le secteur non marchand représente 23% du PIB. Troisième point à clarifier pour comprendre nos propositions, c'est comprendre, c'est, je vais décrire la façon dont nous définissons le travail et l'emploi. Parce qu'il y a toutes sortes de définitions du travail et de l'emploi. Ben, on a la nôtre, elle vaut ce qu'elle vaut, mais comme ça, chacun sait de quoi on parle. Pour nous, le travail, c'est l'activité qui permet de produire les biens et les services permettant de répondre aux besoins individuels et collectifs. Ça, c'est le travail. C'est pour ça qu'il y a du travail. C'est pour produire des biens et des services qui répondent aux besoins individuels et collectifs. Conséquence de cette définition, il n'y a pas de problème de travail. Il n'y aura jamais de problème de travail. Parce que le travail est infini. Le volume de travail est absolument infini, puisque les besoins individuels et collectifs, qui sont à la base du travail et qui justifient le travail, dans notre définition, n'ont aucune raison de se tarir. On n'est pas, comme le disent certains, dans des marchés saturés. D'ailleurs, nous écartons le marché. On ne parle pas de marché du travail. Nous sommes pour la destruction du marché du travail. C'est un des points sur lesquels nous sommes d'accord. Ça, c'est le travail. Qu'est-ce que c'est que l'emploi? Pour nous, l'emploi, c'est le cadre dans lequel s'exerce un travail. Ce cadre peut être un cadre juridique, le contrat de travail, le fonctionnaire qui a un statut particulier. Il peut se développer ce travail dans un cadre informel, mais c'est un emploi. C'est le cadre dans lequel s'exerce le travail. Et donc la suite de ces deux définitions, c'est que ça n'est pas le travail qui manque, c'est l'emploi. Ça n'est pas le travail qui manque parce qu'il y a une infinité de besoins à satisfaire par le travail, mais ce qui manque, c'est le cadre dans lequel peuvent s'exercer ces travaux. Et le cadre du travail, c'est le cadre du contrat de travail dans le secteur marchand, c'est le statut du fonctionnaire dans le secteur public, et c'est d'autres types de contrats dans les services publics, dans les associations, qui sont des contrats de droit privé également. Quatrième point à clarifier, le chômage et la précarité sont la cause principale d'une multitude de problèmes. Autrement dit, si on agit massivement, rapidement sur le chômage et la précarité, on va commencer à résoudre une série de problèmes provoqués par le chômage et la précarité. Rapidement. Le développement d'une autre consommation, pas de la consommation pour la consommation, mais d'une autre consommation. L'augmentation de la pression fiscale, parce que le chômage appauvrit les ressources fiscales, et donc pour certains, et les fait monter pour d'autres. Le chômage provoque la hausse des déficits de la sécurité sociale et des régimes sociaux. C'est le chômage qui provoque le trou de la sécu, pour l'essentiel. Quand vous avez 5 millions de personnes qui ne cotisent plus, et les employeurs, il est évident que le trou de la sécu, comme l'on dit, se trouve là. Des dérèglements sociaux multiples, il y a des études sur le tabagisme, sur toute une série de problèmes qui sont liés à l'emploi, à la privation d'emploi. Dégradation de la santé publique. Il y a là aussi des études absolument terrifiantes sur le lien entre suicide et chômage, entre maladies psychosomatiques et chômage, entre maladies nerveuses et chômage. Différentes pathologies provoquées par le chômage. Il y a les difficultés de l'école, parce que quand on va à l'école, tout en sachant qu'à la sortie il n'y aura rien, comme c'est le cas dans des nombreuses cités, on n'a pas envie, on se demande ce qu'on fait là.
Et on pourra toujours réformer l'école, les programmes, tout ce qu'on veut, mais si on ne règle pas la question de l'emploi, on ne crée pas les conditions d'une amélioration de l'école. C'est le développement du racisme, clairement, parce que certains se disent oui, il y a du chômage, mais il y a du chômage parce qu'on est envahi par les immigrés. Il y a un lien, toujours d'ailleurs, hein, il y a toujours eu ce lien entre immigration et chômage, puisque l'immigration, elle est encouragée par les employeurs pour accélérer la concurrence de la main-d'œuvre, accélérer et donc faire baisser le prix de la main-d'œuvre par la concurrence. Et puis, le chômage et la précarité sont une des sources de la montée du vote de l'extrême droite. Clairement, partout en Europe. C'est totalement lié au chômage. Cinquième petite clarification avant de dire quelques mots sur les propositions. Dans les programmes des partis politiques, de façon unanime, les propositions, je le disais tout à l'heure, sont, par rapport, pour s'attaquer au chômage et à la précarité, sont indigentes. C'est un vide scandaleux, alors que c'est la préoccupation principale des citoyens depuis 30 ans. Quand on regarde les études politiques, les sondages, le chômage vient en tête des préoccupations depuis 30 ans. Si on veut appliquer la souveraineté populaire, respecter le peuple et écouter ce que dit le peuple, il faut s'attaquer au chômage d'urgence. Et puis, dernier point, les causes du chômage et de la précarité. Quelles sont les causes? Pourquoi il y a du chômage? Pourquoi il y a autant de chômage que ça? Pourquoi il y a autant de précarité? Là aussi, il faut une clarification politique, parce qu'il n'y a pas de... Il y a des causes économiques, il y a toujours des causes microéconomiques, macroéconomiques, mais ce n'est pas la raison principale. La véritable raison du chômage, c'est une raison politique. C'est une raison politique qui est liée au fait que pendant plusieurs décennies, de la libération jusqu'après 1968, le mouvement social dans le monde occidental et dans les pays qui se décolonisaient a pris de l'ampleur. Il a mis le capitalisme sur la défensive. Et il y a eu un point d'orgue en 1968 qui a provoqué une réaction des classes dominantes pour mettre un terme à cette montée, à cette évolution du rapport des forces. D'ailleurs, c'est pendant cette période que le partage de la valeur ajoutée s'est déformé en faveur du travail au détriment du capital. C'était bien l'expression du rapport des forces sociales pendant cette période. C'est les socialistes, à partir de 1982, qui ont inversé le partage de la valeur ajoutée et qui ont redonné aux employeurs des dizaines de milliards repris sur les travailleurs. Alors, donc, cette cause du chômage, elle vient de cette volonté de rediscipliner le salariat. Rediscipliner le salariat après les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, parce que le salariat organisé et mobilisé avait remis en cause à la fois le rapport des forces sociales en arrachant des acquis, la sécurité sociale, mais pas seulement en 44, 45, 46, mais il y a eu des acquis dans les années 50, dans les années 60, jusqu'au début des années 70. Même Giscard a été obligé de lâcher un petit peu, et c'est après que les choses se sont retournées par la reprise en main du patronat, qui a déclenché une guerre idéologique dans les entreprises, dans les médias, et qui a décidé de reprendre les choses en main, donc en redisciplinant le salariat. Comment ils ont fait pour rediscipliner le salariat? Il y a toute la guerre idéologique, mais c'est un sujet lié, mais on n'a pas le temps. C'est le chômage. Le chômage a été organisé volontairement parce que c'est l'instrument principal permettant de rediscipliner le salariat. La preuve, le salariat a été rediscipliné, même s'il y a
de temps à autre des explosions. Hein, on a vu Air France, etc. Mais ça n'est plus un mouvement d'ensemble comme on l'a connu encore jusqu'au début des années 70, et même d'ailleurs, pas si loin que ça, en 95, en 2010, il y a eu de très puissantes mobilisations qui ont été éteintes par les directions syndicales, reconnaissons-le. Alors, donc, le chômage est une construction politique visant à écraser les salariés pour redresser le taux de profit et pour mettre un terme au climat anticapitaliste qui régnait dans la société, dans les sociétés, y compris aux États-Unis, au Japon, dans les années 60-70. C'est ça le chômage. Et donc, pour le justifier, pour l'expliquer, pour le théoriser, il y a toute une série de personnages appelés économistes qui inventent des théories. Et il y a la théorie du NERU, que je ne peux pas m'empêcher d'évoquer parce qu'elle est caricaturale. Le NERU, c'est NAIRU, Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, le taux de chômage qui n'accélère pas l'inflation. Milton Friedman trouve ça. Et donc, quelle est l'idée? L'idée, c'est que s'il y a trop d'emplois, il va y avoir de l'inflation. Et s'il y a de l'inflation, c'est la baisse des profits, c'est la baisse des exportations, c'est la diminution des ventes, c'est la crise économique. Pour quel rapport entre tout ça? Je pense que c'est très important de comprendre ça. Quand il n'y a pas de chômage, et c'est la période que nous avons connue ça jusqu'au début des années 70, on était viré, ou on quittait telle ou telle boîte, 2 jours après, on se faisait embaucher dans la rue d'à côté. Il n'y avait pas de problème. Et donc, justement, il n'y avait pas de problème. Mais c'était un problème pour les employeurs. Parce que la situation de plein emploi crée une situation mécanique d'augmentation des salaires et d'augmentation de la résistance salariale. Parce que le chantage au chômage n'a pas de prise sur les salariés. Il n'y a pas de chômage. Donc on ne peut pas dire, le patron, il ne peut pas dire, si tu n'es pas content, il y en a 100 à la porte. Il ne peut pas dire ça. Deuxièmement, pour qu'un employeur trouve un salarié, embauche quelqu'un, comment va-t-il faire? Il n'y a pas de chômage. Il ne va pas embaucher un chômeur. Il est donc obligé d'embaucher quelqu'un qui occupe déjà un emploi. Et la personne qui occupe l'emploi, pour accepter de changer d'employeur, va dire « Ok, je veux bien, mais je veux gagner plus, je veux bosser plus près de chez moi, je veux un boulot plus intéressant. » C'est-à-dire qu'il y a mécaniquement, dans le plein emploi, un rapport de force favorable au monde du travail. Et c'est ça que les classes dirigeantes ont voulu casser en organisant le chômage permanent. Le NERU, le taux de chômage qui n'accélère pas l'inflation, il sert à ça. C'est-à-dire, s'il y a trop d'emplois, il suppose qu'il y aura inflation par les salaires, inflation des salaires, hein, on est bien d'accord. Et que s'il y a inflation des salaires, il y a baisse du profit. Il faut donc trouver le taux de chômage qui correspond et faire en sorte que ce taux de chômage reste élevé pour maintenir le niveau des profits, maintenir une inflation basse pour garantir les profits, parce que quel est l'ennemi principal du capital? C'est l'inflation. L'inflation ronge le capital. Donc il faut mettre une institution chargée de contrôler l'inflation, ce sont les banques centrales indépendantes, entre guillemets, et en particulier la Banque centrale européenne, gardienne du profit du capital. Alors, une fois qu'on a dit ça, je termine en 2 minutes sur les propositions, parce qu'elles coulent de source. Après, c'est pas très compliqué. Pour le secteur non marchand, nous, on propose donc le droit opposable à l'emploi.
Alors évidemment, quand on ajoute opposable, tout le monde va dire oui, ben c'est le droit opposable au logement, ça marche pas, etc. Oui, le droit au logement, ça marche pas. Mais l'idée du droit opposable, elle est bonne, parce qu'elle signifie que tout citoyen privé d'emploi peut se retourner légalement contre l'État et obtenir un emploi choisi, pas un emploi de seconde zone. Un exactement emploi comme le logement choisi. aujourd'hui. Comment? Exactement. Non, comme le justement, logement. Alors, justement voilà, pas comme le logement aujourd'hui. parce que ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout, mais c'est ce que je viens de dire. Ouais. Mais ce que je dis, c'est que la notion de droit opposable, c'est d'abord le fait que ce droit doit être véritable. Le droit, non pas d'obtenir une indemnité pour ne pas avoir obtenu un emploi, mais d'obtenir l'emploi. C'est le problème du droit au logement. Parce que le droit au logement, opposable, soi-disant, ne donne pas un logement aux gens. C'est un faux droit opposable. Alors, la définition du droit opposable, pour nous, c'est très simple. D'abord, il existe déjà des droits. Alors, d'abord, définition du droit opposable, selon nous, qu'est-ce que c'est? Le droit opposable à l'emploi, qui s'appuie sur le droit constitutionnel à l'emploi du préambule de la Constitution, vise à permettre à tout citoyen privé d'emploi de s'en voir proposer un sans délai conforme à ses souhaits et à ses compétences. Donc là, on trouve une articulation avec ce que tu dis en matière de qualification. Il existe déjà deux droits opposables dans la société. C'est le droit à la scolarité. Le droit à la scolarité, jusqu'à 16 ans, c'est un droit opposable. Les enfants qui n'ont pas d'affectation scolaire de moins de 16 ans ont obligatoirement une affectation scolaire. Eh bien, nous, ce que nous disons, ce qui est valable pour les enfants à l'école doit être valable pour les adultes au travail. Même chose. Et puis, il y a le droit à la protection de la santé. Le droit à la protection de la santé, les hôpitaux ne peuvent pas refuser des soins aux gens. Quelqu'un qui est malade, etc., il va à l'hôpital, on ne lui demande pas sa carte de crédit. On le soigne. Et en plus, dans le droit, il y a l'obligation d'assistance à personne en danger. C'est un droit. Et c'est une conception, c'est un ensemble juridique, ce sont des éléments pratiques. Ça, c'est la définition. Quel financement? Quel financement, puisque il faut résoudre le problème de tout le monde. Personne ne doit rester au tapis. Tout le monde, c'est plus de 5 millions de personnes. Ce n'est pas les chiffres, le mensonge d'État permanent du ministère du Travail sur les chiffres du chômage. C'est plus de 5 millions, c'est près de 6 millions, c'est même plus d'ailleurs. Hein, parce que quand on fait le détail de la situation, en fait, il faut faire 3 catégories. Première catégorie, c'est les gens qui sont dans le non-emploi. Le non-emploi, ben, c'est on ne travaille pas. Quelle qu'en soit la raison. On ne travaille pas, on est privé, on voudrait travailler, mais on ne peut pas. Mais au non-emploi s'ajoute le sous-emploi. Le sous-emploi, c'est la situation de millions de personnes qui ont des petits boulots irréguliers, des CDD, des trucs comme ça. Et puis la troisième catégorie, c'est le mal-emploi. Le mal-emploi, ce sont des gens qui ont un travail, mais un travail qui ne correspond pas ni à ce qu'ils ont envie, ni à leur qualification. Et ça joue sur la situation de l'emploi. Alors c'est ça qu'il faut régler. Quel financement? Les financements, c'est pour nous politique globale, essentiellement fiscale, et de cotisation sociale, visant à redresser le partage de la valeur ajoutée en faveur du travail. Et quand on regarde les chiffres, j'ai un petit tableau, ici, là, on voit la situation. Entre 1949 et 2014, vous voyez que pour les salariés, le rapport des forces politiques de 49 jusqu'à 82 était positif, c'est-à-dire les luttes sociales permettent
de réduire la part affectée au profit pour augmenter la part affectée au salaire. Et puis en 1982, c'est le coup d'arrêt, c'est le tournant de la rigueur des socialistes. Où là, l'objectif d'ailleurs, les socialistes ont réussi. Hein, on dit qu'ils ont échoué, mais pas du tout. Les socialistes ont réussi. Ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire redresser le partage de la valeur ajoutée en faveur des employeurs, de baisser la part affectée au travail. Et on voit la chute brutale en quelques années et le plateau sur lequel on est là depuis quelques années. Mais il y a une belle résistance quand même. Il y a une belle résistance. Il manque quand même 3% par rapport au pic de 82. 3% sur 2000 milliards. Donc ça fait une soixantaine de milliards. Bon, si on regarde l'excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire la mesure du taux de profit pour l'INSEE, ça c'est l'INSEE, ben, on voit clairement, c'est la ligne verte, hein, que ça monte, et puis il y a le plateau. Il y a le plateau, ce qui est intéressant également. On pourrait commenter, discuter pas mal sur ce tableau, mais on n'a pas le temps. En tout cas, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est ça qui doit baisser, la ligne verte, elle doit baisser, et la ligne marron, là, elle doit monter. C'est comme ça que l'on va réintroduire du salaire, c'est-à-dire on convertit le maximum de ressources en salaire. C'est l'objectif, la réorganisation profonde de la dépense publique en salaire. On transforme le maximum de ressources en salaire. Élimination des ressources fiscales, augmentation de l'impôt sur les sociétés, bref, je passe là-dessus, on a énormément, on a des dizaines de pages là-dessus sur les questions fiscales, mais le sens est le même. Sur quelle base, pour faire des calculs, pour savoir... Vous voulez dire élimination des niches fiscales? Élimination des niches fiscales, la plupart. Élimination des ressources fiscales. Ah, pardon, des niches fiscales, bien sûr, bien sûr. On fait le calcul pour s'y retrouver, on fait un calcul sur le salaire moyen brut 2014, c'est-à-dire 2466 €, ce qui fait que les personnes dans nos calculs sont payées salaire chargé à 30 000 €, parce que là on recharge la sécurité sociale et les régimes sociaux, évidemment, soit pour 5 millions de chômeurs, 150 milliards d'euros. 150 milliards d'euros permet de financer un salaire moyen pour 5 millions de personnes, et un salaire chargé. Mais c'est rien, 150 milliards d'euros. C'est rien du tout. Et donc, voilà le cadre financier dans lequel nous circulons. Une conclusion peut-être. Et puis, alors, voilà, conclusion. Ce système s'autofinance. C'est-à-dire, une fois que mais c'est pas une difficulté, ce système, il a une certaine pesanteur. Il faut l'amorcer par de la création monétaire, par des avances de la Banque de France, par toute une série de dispositifs qui nécessitent de sortir de l'euro de l'Union européenne. Parce que si on ne sort pas de l'euro de l'Union européenne, ça c'est du pipeau. On ne peut pas régler la question de l'emploi. Voilà. Ça doit être clair et net pour tout le monde. Donc, on récupère la Banque centrale nationale, la Banque de France, et la Banque de France refait ce qu'elle a fait pendant des décennies. Elle avance de l'argent à l'État gratuitement, voire sans lui demander de le rembourser. Hein, donc elle ne lui prête pas, elle lui donne en fait, hein, dans un certain plafond. Autre débat. Donc ça c'est pour amorcer. Mais une fois que le dispositif est lancé, il s'autofinance. Il s'autofinance par les salaires, précisément. Parce que c'est le salaire dans la mécanique économique qui va générer l'activité économique. Bon. Où créer ces emplois? Dernier point, avant-dernier point, où créer ces emplois? On voit le dispositif juridique à mettre en place, hein, on voit le financement, mais quels emplois? Des emplois, ils sont liés à notre conception du travail. Nous proposons un double élargissement de la notion de travail. Le travail, ça n'est pas seulement fabriquer des biens matériels. C'est ça, mais c'est aussi un double élargissement. Premièrement, c'est produire de la société, et deuxièmement, c'est se produire soi-même. On reprend ça à Gors. C'est Gors qui développe ça.
Alors, on n'est pas d'accord avec plein de trucs d'André Gortz, mais là, il semble qu'ils disent quelque chose de très puissant. La production de soi-même, considérée comme du travail payé, c'est quoi? C'est tout ce qui relève de la formation, de l'éducation, de la culture. Autrement dit, dans le temps d'une personne, il y a des temps de formation, de culture, d'éducation qui sont payés comme du travail, sans décote de salaire. Ça, c'est le premier élargissement, la production de soi-même. La production de société. Qu'est-ce que c'est produire de la société? Produire de la société, c'est avoir une activité, donc du travail, c'est travailler pour améliorer la transparence de la société, la démocratie, le lien social, la convivialité, la vie quotidienne, le développement micro-local. Bon, il y a plein de trucs, plein de choses, plein d'expériences d'ailleurs, déjà aujourd'hui qui permettent de régler ces questions. Bon, je passe et je termine. Et la dernière chose. Conclusion, la conclusion, comment faire pour bricoler tout ça? Nous, l'échelle de résolution des problèmes, elle est double. C'est l'échelle nationale, évidemment, il faut un cadre juridique national. Ça ne peut pas être comme ça, n'importe comment. C'est le communautarisme, sinon. Hein, il y aura des citoyens qui auront des droits différents sur certains territoires par rapport à d'autres. Hors de question pour nous. Il faut un cadre national qui respecte et qui mette en œuvre l'égalité des citoyens. Et l'opération se fait, les opérations se font à l'échelle du bassin d'emploi. Le bassin d'emploi, beaucoup de choses à dire, on a beaucoup travaillé sur le sujet, on peut en parler très longtemps, mais c'est là que s'organise la délibération publique pour définir ce que sont les besoins. Les besoins, c'est de la haute politique. Définir les besoins, c'est de la haute politique. C'est-à-dire les citoyens décident de ce qu'ils vont produire. Et ils décident des financements. Parce que le cadre national légal permet d'agir à cet échelon. Et donc la conclusion, c'est, pour l'instant on était dans le secteur non marchand. Pour le secteur marchand, les emplois dans le secteur marchand, c'est d'abord une politique macroéconomique, pas le temps d'en parler, mais c'est la politique macroéconomique, qui crée une conjoncture favorable à l'emploi marchand, pas n'importe laquelle. Et deuxièmement, c'est la réindustrialisation de la France, la réindustrialisation, non pas toutes choses égales par ailleurs, par reproduction de ce que nous avons connu, mais par une mutation écologique du mode de production. Bon, éventuellement, on peut en reparler, mais on propose de doubler la part de l'industrie dans le PIB en 10 ans. Voilà, ça crée 2 millions d'emplois dans l'industrie. الجمع يسعد الغنم ولد الأزيت والسلام